La troisième et dernière période ou ère, c'est la période musulmane ou l'ère musulmane. Donc, dans la deuxième ère, les Tcheddos sont là. Donc, c'est l'ère Tcheddo. La période musulmane. La période musulmane est caractérisée, débute avec euh, la fin du pacte sanguin signé. La période musulmane débute avec la période musulmane met fin à l'ère Tcheddo de manière allégorique et de manière physique. Comment? Pour la période musulmane, à chaque fois, vous avez un personnage qui porte un nom musulman qui va mettre fin au pacte sanguin signé avec le bida ou avec autre chose. Donc, en tuant le bida, en mettant fin au pacte sanguin, la période Tcheddo termine. Pourquoi? Parce qu'en mettant fin au pacte sanguin, il y aura plus de prospérité, il n'y aura plus de royaume. Donc, l'ère musulmane est la plupart du temps caractérisée par la mise à mort de celui qui bénéficiait du pacte sanguin. Et l'ère musulmane est souvent caractérisée par les noms à consonance musulmane. Nous avons Abou Bakar, Mamadou Sakho, Sia Tunkara, ainsi de suite. Seynabou ou quelque chose comme ça. Hein? Et l'ère musulmane, comme l'ère musulmane met fin à l'ère Tcheddo, l'ère musulmane est caractérisée la plupart du temps par une dispersion de la population, une dislocation de la population vers de nouveaux avenirs, vers des avenirs possibles, vers des futurs possibles. Donc l'ère musulmane est caractérisée par les noms à consonance musulmane, par la prière, mais l'ère musulmane est caractérisée par la mise à mort de l'animal qui bénéficiait du pacte sanguin, autrement dit du pacte du sacrifice sanguin. Et l'ère musulmane est caractérisée par les noms à consonance musulmane. Et l'ère musulmane, dans la plupart du temps, nous avons une dislocation, une dispersion de la population. Nous avons avec le mythe de Ouagadougou. Et prenez le texte qu'on avait fait en classe qui parlait de ceux qui avaient quitté le Gabou. Ils ont quitté le Gabou parce que le roi de là-bas faisait des sacrifices humains. C'est pourquoi eux, ils peuvent être vus comme des musulmans. Mais, c'est-à-dire, le texte commence par la fin de notre texte. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que ce texte-là racontait. Vous voyez, c'est ce que ce texte racontait. Donc, l'ère musulmane, nous avons les noms musulmans et nous avons un personnage principal musulman qui met fin au pacte sanguin, ce qui va amener une dislocation, une dispersion. Maintenant, venons-en à ce mot franchissement de seuil. Le franchissement de seuil, ce n'est rien. C'est un acte qui permet de relancer l'histoire ou le récit ou l'avenir. Toute action dans un récit, par exemple, quand nous avons au début, nous sommes dans la période lamanale, comme dans le mythe de Ouagadougou. Quand il y a un qui se lève et qui dit je vais consulter tous les quand il y a eu la mésentente entre les enfants de Dinga, ça crée un franchissement de seuil, un autre possible devenir. Et cette mésentente, c'est ce qui va entraîner la création d'un royaume par un des enfants de Dinga. Et quand Mamadi Sakho va tuer le Bida, donc l'histoire, elle est relancée. Parce que si Mamadi Sakho n'avait pas tué le Bida, chaque année, il y allait avoir la prospérité, chaque année. Donc là, c'est une situation stable, situation calme. Sauf que l'élément perturbateur, quand Mamadi Sakho tue le serpent, l'action est relancée. On appelle ça un franchissement de seuil. Donc, les trois aires. Donc, pour chaque aire, je vais vous donner les indications spatio-temporelles, les indications adverbiaux, ainsi de suite. Donc, tout texte qu'on vous donnera s'en sortira pas d'une de ces trois périodes ou aires. Premièrement, nous avons la période lamanale. La période lamanale, c'est quoi le laman?
Donc, la période lamanale correspond à la recherche de terre, mais à la recherche de terre habitable. À la recherche de terre habitable, non pas au profit d'une personne, mais au profit d'une communauté ou d'une famille. Donc, la période lamanale, c'est la période où l'ancêtre fondateur, et dans la période lamanale, le plus souvent, on a un ancêtre fondateur. C'est celui qui part à la quête de la terre habitable. Et l'ancêtre fondateur part à la, à la quête de terre habitable, non pas pour lui, mais pour sa famille ou bien pour sa communauté. Et pour qu'il y ait cette terre habitable, le plus souvent, l'ancêtre fondateur est obligé de faire des compromis ou de signer des pactes. Soit il obtient cette terre habitable de manière violente, c'est-à-dire en menant bataille avec les occupants, soit en s'imposant contre ceux qui avaient déjà occupé la terre, soit en signant un pacte peut-être avec les forces occultes. Par exemple, si c'est une terre habitée par les djinns, il peut signer un pacte avec les djinns. Donc, le lamana, c'est le chef de terre. Le lamana, en quelque sorte, c'est le chef, l'ancêtre fondateur. Le lamana, c'est l'ancêtre fondateur. Le laman, c'est pas un roi. Non, du tout. Le laman, c'est pas un roi. C'est un chef terrien ou un chef de terre. Par exemple, on dit, voilà, fi wa toben la, fi wa saren la, wa toben de ke mo dirige terre. Donc, le laman, c'est pas un roi. Ici, on n'a pas encore les attributs du roi. C'est pourquoi on ne peut pas parler de roi. Donc, la période lamanale est caractérisée par 3 éléments fondamentaux. Premièrement, on a la terre, je vous ai dit la recherche de terre. Deuxièmement, on a la famille ou la communauté ou la société. Cette recherche de terre est faite au bénéfice d'une communauté, d'une famille. Et troisièmement, on a le sacré. Parce que l'ancêtre fondateur, à chaque fois, il est doué de connaissances occultes. Parce que dans chaque terre, même s'il n'y a aucun être humain sur cette terre, forcément, il y aura des occupants invisibles, les djinns. Donc, voici les 3 éléments récurrents que vous allez trouver dans un texte qui fait office de la période lamanale. Vous pouvez avoir plusieurs versions. Okay? Vous pouvez avoir pas mal de versions. D'accord? Donc, la période lamanale correspond à la recherche de terre. Le laman, c'est le chef de terre, un chef terrien. Il n'est pas un roi. Non. Voilà, donc, comme on l'a dans le mythe du Ouagadougou, il y a un pacte qui a été signé avec les Bida. Donc, quels sont les éléments récurrents si nous sommes dans la période Tcheddo? Les éléments récurrents dans la période Tcheddo, c'est la violence, le sang qui est versé, les batailles, les guerres. Donc, tout ce que j'ai cité, les batailles, les guerres, on peut les mettre dans le cadre de la violence comme premier élément récurrent. Le deuxième élément récurrent dans un texte qui met en scène la période Tcheddo, le deuxième élément, c'est les attributs royaux. Les attributs royaux, à savoir le trône, le roi, la couronne, les sujets, un royaume. Et toujours le troisième élément récurrent dans la période Tcheddo et que vous allez trouver dans un texte, c'est le sacrifice qui conditionne la prospérité du royaume. Ça peut être, et la plupart du temps, c'est un sacrifice humain, un sacrifice, et la plupart du temps, c'est une femme vierge. Vous savez que la virginité renvoie à la pureté. C'est comme un enfant. On dit que l'enfant n'a pas de péché. Ok? Donc, voici comment il faut comprendre la période Tcheddo. La période Tcheddo, c'est la période où les Tcheddo ont guerroyé, ont fait des guerres, ont réuni toutes les terres, tous les lamanas en royaume. Il n'y a plus de laman, mais il y a un royaume, et à la tête de ce royaume, un roi qui doit assurer la prospérité de son royaume. Donc, il signe des pactes. Et dans ces pactes, la plupart du temps, c'est des pactes sanguins qui nécessitent le sacrifice d'un être humain. Donc, désolé, j'avais reçu un appel, c'est pourquoi le vocal a été coupé. Donc, pour l'ère lamanale,
en parlant de sacré, ce n'est pas des sacrifices, non. Le sacrifice, surtout le sacrifice humain, on le retrouve dans l'ère Tchédo, c'est-à-dire pour la fondation d'un royaume. On y viendra, d'accord? Maintenant, passons à la période Tchédo ou l'ère Tchédo. Je vous ai dit, l'ère lamanale, il n'y avait pas de royaume, il y avait des terres. On était chef terrien, il n'y avait pas de roi. La période Tchédo correspond à la période où les Tchédo ont fait des guerres pour réunir tous les lamans ont été réunis en royaume. Donc la période Tchédo est caractérisée par la bataille armée. Dans la période Tchédo, vous allez voir des combats armés pour fonder un royaume. Dans la période Tchédo, vous allez voir les attributs royaux. Les attributs royaux, c'est quoi? La couronne, le trône, le roi, des sujets. Pour parler de royaume, il faut qu'il y ait les attributs royaux. Et toujours dans la période Tchédo, vous allez voir que la prospérité du royaume sera tributaire d'un pacte sanguinaire. En français clair, pour que ce royaume soit prospère, il y a toujours des pactes sanguins qui sont signés, des sacrifices qui sont faits. Nous l'avons avec le mythe de Ouagadougou, avec le sacrifice d'une fille vierge chaque année pour qu'il pleuve chaque année sur le Ouagadougou de l'or, du diamant et que le Ouagadougou soit prospère. Maintenant, la troisième ère ou la troisième et dernière période, c'est la période musulmane. Rappelez-vous, au début, on était à la quête de terre. Voilà, je vais en venir. Pour la période lamanale, pour la période lamanale, la plupart du temps, vous avez une migration, mais cette migration a pour objectif la recherche de terre. Nous l'avions fait avant les examens de la session normale, le texte qu'on avait traité qui parlait du mouton qui était toujours ressuscité. Je ne me rappelle pas trop des noms, vous voyez. Donc là-bas, on a la recherche de terre. À chaque fois, quand vous avez déplacement dont l'objectif est la recherche de terre habitable pour sa communauté, pour sa famille, et on a l'ancêtre fondateur, dans ce cas, nous sommes dans la période lamanale. Et le chef de terre, c'est le laman.